Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à toutes les personnes connectées, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, nous sommes tous ensemble pour le second webinaire du programme FEDER Sextonia EDES, porté par Emily Noël pour l'UMR EcoFog. Je vais sans plus attendre passer la parole à Emeline qui vous présentera rapidement son projet. Et ensuite, le webinaire sera animé par Isabelle Dufour qui présentera les intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous intéressera. Et voilà, que vous en sortirez en ayant une vision plus précise de ce qu'on fait à la fois dans le programme de Sextonia EDES et de ce que sont donc le thème de ce jour, les insecticides botaniques, naturels mais chimiques. Sans plus attendre, Emeline, je te passe la parole. Je vais quitter la scène et je te passe la parole. D'accord. Merci Gaëlle. Tout d'abord, un grand merci à tous nos collègues experts qui sont avec nous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Merci également à toutes les personnes qui sont connectées, qui vont nous suivre, et j'espère, comme l'a dit Gaëlle, que ce sera instructif pour vous et un agréable moment. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui fait donc partie des restitutions du projet FEDER Sextonia EDES, qui est un projet que je coordonne depuis 2017. Donc moi, je suis ingénieure de recherche spécialisée en chimie des substances naturelles et je travaille à l'UMR EcoFog pour le CNRS. Ce projet, que vous allez comprendre un petit peu plus grâce à une petite vidéo qu'on va vous diffuser juste après, vise à valoriser les molécules du grignon, ou Sextonia rubra, qui est un bois naturellement durable qui est exploité en Guyane française par l'industrie forestière pour les propriétés intéressantes de cette espèce. Et dans le cadre du projet, nous avons étudié la possibilité de valoriser les déchets produits par l'exploitation forestière pour préparer des produits à activité larvicide dans la lutte contre le moustique Aedes aegypti, qui est vecteur de nombreuses maladies telles que la dengue, le Zika ou le chikungunya. Et dans le cadre de ce projet, nous avons également souhaité organiser des webinaires, donc aujourd'hui c'est le deuxième, pour discuter un petit peu de façon plus générale autour des thématiques du projet. Et donc pour en savoir un peu plus, je laisse maintenant Gaëlle envoyer la petite vidéo de présentation avant d'entamer les débats. Merci.
Voilà, donc vous avez pu voir cette petite vidéo. Donc maintenant, c'est Isabelle Dufour donc, qui va prendre la parole et vous présenter l'ensemble de nos intervenants. Isabelle, bonjour à tous. Merci Gaëlle et merci Emeline pour cette petite introduction au projet et au webinaire. Donc, moi, je suis Isabelle Dufour, je suis entomologiste médicale, chargée de recherche pour l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, avec moi pour ce webinaire, j'ai le docteur Anne-Violette Lavoire, qui est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, Institut Sophia Agrobiotech, qui travaille dans l'équipe écologie des communautés dans les agroécosystèmes. Bonjour Anne-Violette. Également le professeur Laila Salmen Ependola du laboratoire de pharmacognosie de la faculté des sciences santé médecine de l'Université de Brasilia. Bonjour Laila. Le docteur Jean-Bernard Duchemin, qui est entomologiste médical à l'Institut Pasteur de la Guyane et qui est responsable du Vectopôle amazonien Émile Abodinck. Bonjour Jean-Bernard. Et le docteur Manuel Boutet, sociologue et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur dans le groupe de recherche en droit, économie et gestion. Bonjour Manuel. Bonjour. Donc, si je vous dis insecticide naturel, à quoi pensez-vous? C'est une des questions qu'on a posées au public guyanais. Et avant de vous la poser à vous, les experts dans le domaine, on a eu un micro-trottoir à Cayenne pour savoir ce que pensait la population guyanaise sur les insecticides naturels. Du coup, Gaëlle, peut-être. Voilà, merci. Oui, ça me parle, mais connaître peut-être le ciseron, je ne sais pas si c'est un insecticide irrépulsif, je ne sais pas. Peut-être qu'on le voit tous les jours dans la vie courante et qu'on le voit pas et qu'on ne sait pas, tout simplement. Moi, je trouve que c'est pratique parce que déjà, c'est mieux pour la nature, que les insecticides où il y a plein de pesticides, etc. Et vu qu'on est en Guyane, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser au niveau des insecticides naturels. Donc, c'est quelque chose de bien, je trouve. Quelque chose qui éviterait de détruire un petit peu la terre, la plante, la nature, quoi. Et oui, aujourd'hui, sincèrement, ce que je vais utiliser pour moi et pour mes enfants, ça va être plus des répulsifs à base d'huile essentielle. Donc c'est ce qu'on utilise régulièrement à la maison, pratiquement tous les jours. Quand on peut mettre des herbes, des plantes comme ça, qui peuvent nous aider. On a trouvé, je ne me souviens pas le nom, mais on a trouvé des herbes qu'on tu mets chez toi, dans le coin de la maison par exemple, pour t'aider aussi. On a essayé un peu. Donc un insecticide naturel, c'est peut-être forcément à base de plantes ou je sais pas, une fumée que dégage des bois brûlés, voilà, par exemple. Ça peut être ça, ouais. Je ne savais pas que ça existait et je ne connais pas. À part les produits chimiques où ils fabriquent, je ne connais du tout pas. Justement, aujourd'hui, j'ai acheté un insecticide, mais il n'est pas naturel. Et j'aimerais bien avoir une solution comme ça. Ah, ça m'inspire quelque chose de très très positif, quelque chose qui serait de l'ordre de insecticide, donc pour empêcher aux insectes de bouffer les récoltes, enfin de manger les récoltes. Et puis en même temps naturel, ça voudrait dire que c'est sorti de la nature et que ça revient à la nature, que c'est pas chimique, que ça ne pollue pas, que ça ne reste pas longtemps dans les sols et puis que ça ne nous empêche pas de vivre, quoi. Et de manger aussi des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Mais je trouve que ça éveille énormément de choses. Je pense que les insecticides naturels, c'est une bonne chose. Notamment en Guyane, on a énormément de choses disponibles, encore beaucoup de choses à découvrir. Et je trouve dommage que ce ne soit pas suffisamment démocratisé parce qu'on aurait tous à y gagner énormément. La nature, mais aussi les populations, les animaux, l'écosystème. C'est très important et je crois que toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose pour la nature devraient s'y intéresser beaucoup plus. Voilà ce que je peux vous dire.
Oui, alors j'ai trouvé que les personnes étaient vraiment très positives, très enthousiastes autour des insecticides naturels sur cette question. Donc, Anne-Violette Lavoir, si je vous dis insecticide naturel, à quoi est-ce que ça vous fait penser, à vous? Bonjour à tous et donc merci Isabelle pour l'invitation pour participer à ce séminaire. Je vais prendre la posture de l'enseignante en biologie que je suis pour vous répondre en tout cas sur cette première question. Je reviens toujours sur l'étymologie parce que le vocabulaire est dense en biologie. Donc pour moi, insecticide, cide c'est quelque chose qui tue, un produit, une substance, mais en tout cas qui tue. Et quoi les insectes, insecticides? Et naturel, ça va faire appel à son origine. C'est-à-dire qu'on va avoir un produit ou une substance ici qui est d'origine naturelle, c'est-à-dire qui est issue du vivant. Donc soit on a extrait une molécule, une substance d'un organisme vivant, soit on utilise l'organisme vivant en lui-même, qui peut être végétal. Donc les gens ont beaucoup parlé d'extrait de plantes dans le micro-trottoir, mais il peut aussi être microbien ou animal. Il y a plusieurs options. Et donc Jean-Bernard, vous, votre réaction sur ce micro-trottoir, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, le micro-trottoir, je trouve que les gens ont des réactions et donc des pensées très sensées. Il y a plein de bon sens là-dedans. Moi, j'essaye de réfléchir un petit peu à côté de la boîte pour voir comment on peut élargir aussi la réflexion. Et je me suis dit que, en fait, l'insecticide naturel qu'on a tous expérimenté, tous, c'est en fait celui-là. Voilà. Il y a un moustique qui se pose sur la peau et on a une réaction qui est naturelle, de le chasser ou de le tuer, de le claquer. Là, on est bien dans la définition de insecticide. Il est naturel. Tout le monde peut le faire. Il y a très peu de déchets. Alors, ce qui est intéressant, c'est très provocation, c'est de la provocation, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que ce procédé, hein, c'est pas un produit, mais c'est un procédé. Ce procédé, il est spécifique, c'est-à-dire qu'on tape sur les moustiques. Hein, s'il y a un criquet qui se pose, on va le chasser du revers de la main, ça ne sera pas pareil. Et il a évidemment des résistances, c'est-à-dire que les moustiques vont développer des modifications du comportement et vont, on l'a vu, hein, ou les tabanites, par exemple, les tans, évitent à force ces coups de main sur les bras ou les jambes pour ça. Donc c'est une manière de réfléchir un petit peu aux contraintes qu'on peut avoir et ce qu'on peut avoir envie d'un procédé ou d'un produit insecticide. Voilà. Et vous, Laïla, quelle est votre réaction face à ce micro-trottoir? Bonjour à tous, merci d'être là. Je ne sais pas si c'est comment, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. Oui, ça répond ma voix. J'écoute ça. Et vous, Manuel, donc, si vous réagissez à ce micro-trottoir peut-être d'une manière un petit peu différente. Oui, je trouve qu'il y a une bonne, en tout cas pour le projet, il y a une sympathie qui est là, qui est sensible dans le micro-trottoir. Après, du coup, peut-être il faut faire attention parce qu'il y a aussi pas mal de confusion. Et je pense que la confusion, il faut peut-être éviter de la maintenir et essayer de réfléchir à comment expliquer en fait les choses avec plus de précision, parce que sinon ça veut dire que dans la suite le projet est vulnérable en fait aux critiques s'il n'anticipe pas justement une présentation plus claire. Et puis j'aimais bien de ce point de vue-là, je trouvais qu'il y avait un contraste entre la première vidéo sur le projet qui insiste sur plein d'autres valeurs qui sont liées à ce projet, sur les circuits courts, sur la mise en valeur du territoire, la mise en valeur des ressources locales, etc. Et je pense du coup que il faut peut-être à la fois s'appuyer sur cet enthousiasme finalement des personnes, caractère très positif qui voient derrière les insecticides naturels, mais aussi peut-être essayer de dépasser ça. Et d'essayer d'expliquer en fait, et je pense que c'est le travail qu'on essaie de faire aussi à travers ces webinaires, d'essayer d'expliquer en fait, trouver les moyens d'expliquer ce qu'est la réalité de ce type de produit, et notamment donc ce que disait Jean-Bernard juste avant, c'est-à-dire que il y a toujours aussi des effets négatifs.
Oui, et donc effectivement, bon, le mot naturel a cette connotation très positive qu'on a pu entendre au cours du micro-trottoir. Mais alors, quels pourraient être effectivement ces effets négatifs d'insecticides naturels? Donc, Anne-Violette Lavoie, vous avez travaillé sur ces questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces effets non intentionnels? Alors oui, effectivement, on a envie de se dire c'est bio, c'est naturel, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des composés qui sont mortels aussi chez les plantes. Donc vous connaissez tous des plantes mortelles. Donc moi je suis dans le sud de la France, le laurier rose qui est une plante ornementale typique. Et très, très peu conseillé de la consommer. Donc c'est vrai qu'on s'appuie justement sur ces aspects parce qu'on cherche quand même un produit, une substance ou un procédé, comme le disait Jean-Bernard, qui tue des insectes. Et donc à partir du moment où on utilise un produit même issu du vivant, c'est-à-dire qui peut être produit par une plante, finalement cette plante, elle s'est défendue aussi contre des insectes, elle a mis en place des défenses fortes qu'on essaye en fait de représenter ou en tout cas de copier par le biais de la production de ces insecticides naturels. Donc ces effets, ils peuvent être de plusieurs sortes. Ils peuvent être déjà, il peut y avoir un impact sur la santé humaine, soit de l'utilisateur, soit du consommateur. On peut aussi avoir un impact sur l'environnement, par exemple sur le sol. Il y avait une des personnes interrogées par un micro-trottoir qui s'interrogeait sur l'effet sur le sol. Et puis on peut avoir surtout, donc là je parle aussi du point de vue de l'agroécologie, d'où je viens, des effets sur d'autres insectes. On utilise des insecticides. Donc potentiellement, on peut avoir des effets sur les insectes ciblés, mais aussi les non ciblés. Et là, on pense aux pollinisateurs, par exemple, ou à d'autres organismes qui aident aussi à les réguler. Donc oui, il y a potentiellement des effets négatifs et c'est pour ça qu'il faut être conscient des conséquences potentielles que peuvent avoir l'utilisation de ces produits. Et parce que quand on en est conscient, on peut agir dessus. Merci. Manuel, vous, en tant que sociologue, est-ce que vous voyez d'autres effets non intentionnels qui pourraient être, je pense que vous avez déjà commencé à évoquer certains aspects. Oui, mais c'est-à-dire que moi, c'est moins d'autres effets non intentionnels, mais je pense qu'il y a une vraie importance à explorer et à mettre en évidence ces effets-là, parce que bon, ça paraît contre-intuitif, parce que souvent, dans un processus d'innovation comme ça, on se dit que pour favoriser la diffusion, il vaudrait mieux que les choses aient une faible complexité, que le discours soit positif avant tout, etc. Mais bon, je pense qu'il y a deux raisons d'éviter ça. C'est-à-dire que la première chose, c'est que bon, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un contexte où on peut accepter que l'autorité de l'expertise a ses limites et qu'il va y avoir des débats publics autour de ce type d'innovation. Il va y avoir des questions légitimes qui vont être posées une fois qu'on rentre dans une logique d'application. C'est-à-dire qu'on va demander, mais est-ce que ça a des effets négatifs? Et on n'est plus tout à fait aujourd'hui dans une époque où on pourra juste répondre « non, vous inquiétez pas ». À un moment donné, il faut pouvoir y répondre à partir d'une vraie connaissance de ça, sinon il y a un risque de décrédibilisation du projet, et d'autant plus dans un projet qu'on veut justement environnemental, et où on peut essayer d'éviter les erreurs qui ont été faites dans la modernisation agricole antérieure, et être d'emblée dans une approche intégrée, où on va prendre au sérieux cette question-là, non seulement de l'efficacité économique, mais aussi plus largement de l'impact environnemental. Donc, je pense que c'est important pour un projet comme celui-là, peut-être en anticipation donc, de la socialisation future de cette innovation, mais aussi simplement pour, dans un souci de cohérence, de prendre en compte cette dimension de l'effet non intentionnel des produits. Et donc, je m'adresse à vous, Laïla, maintenant, sur vous menez des projets de recherche au Brésil sur des insecticides naturels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pourquoi, comment vous menez ces projets de recherche et où est-ce qu'ils en sont actuellement au Brésil et comment éventuellement vous avez pu intégrer cette partie de connexion avec le public? Avant de partir, je voulais juste faire un commentaire sur le micro-trottoir
mauvaises huiles essentielles. Que quelqu'un parle de ça. Laïla, est-ce que vous pourriez couper peut-être votre caméra parce que c'est très saccadé, s'il vous plaît. J'écoute ma voix. Je vais essayer. Merci. Oui. Laïla, excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a une solution, mais effectivement, ça passe toujours très très mal. Je vais essayer de sortir et venir, d'accord? Jean-Bernard, si vous parlez. D'accord, on essaye comme ça. Merci. Alors, Laïla va se reconnecter et revenir avec nous en espérant que la qualité soit meilleure. Isabelle, en attendant, tu veux... Oui, en attendant, Emeline, justement, est-ce que tu pourrais nous parler des projets de recherche justement en Guyane et peut-être en France, et qu'est-ce qui est actuellement en cours, et on va dire un petit peu plus sur ces sujets-là au-delà du projet Sextonia-Edes. Non, je vais plutôt faire une réponse effectivement guyanaise, dis-nous. Effectivement, nous avions ce projet Sextonia-Edes fait suite à un premier projet qui avait été mené de 2011 à 2014, comme c'était indiqué dans la vidéo, qui s'appelait Insecticide et qui visait justement à réaliser un criblage de plantes pour rechercher des activités insecticides, puisque comme l'a expliqué Anne-Violette tout à l'heure, les plantes se défendent contre leurs agresseurs et on voulait voir si on arrivait à exporter cette propriété dans le cadre de notre lutte insecticide. Et c'était quelque chose qui nous semblait pertinent en Guyane, et je pense que Laïla aura un peu la même vision du côté du Brésil. Dans ces zones tropicales, on a une énorme biodiversité, aussi bien végétale que concernant l'entomofaune, et donc plus on a d'interactions entre la biodiversité et l'entomofaune, plus potentiellement on développe ces défenses chimiques des plantes. Et donc c'est sur cette base scientifique-là que nous avions développé ce projet qui a permis d'aboutir donc à la découverte du grignon. Comme le soulignait également Manuel Boutet tout à l'heure, un autre intérêt de développer ce type de recherche en Guyane, c'est également de pouvoir justement se pencher sur l'aspect économique et pouvoir proposer au niveau local, au niveau du territoire, des voies de développement complémentaires, alternatives, innovantes, pour en fait gérer une valorisation, proposer une valorisation optimale des ressources naturelles qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le territoire. Et pouvoir, comme c'était expliqué, intégrer des nouveaux maillons dans les chaînes de valeur, et puis faire du mieux possible et du plus possible avec ce qui est disponible ici. En fait, la population semblait regretter qu'il n'y ait pas plus d'insecticides naturels, de produits naturels disponibles. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de recherches qui sont en cours. Bon, là on a un exemple, Sextonia-Edes également. Donc, en fait, pourquoi cette impression? Où est-ce qu'on... Pour répondre rapidement, en attendant que Laïla reprenne la parole, effectivement, dans la littérature scientifique, mais également dans ce que les gens connaissent, beaucoup de plantes sont testées, sont utilisées de façon empirique. Il y a beaucoup d'essais en laboratoire et puis beaucoup d'essais et d'utilisation à domicile. Cependant, les critères de sélection, les critères de mise sur le marché aussi sont difficiles, sont sévères, ce qui est une bonne chose aussi, puisque c'est dans un but de protection des utilisateurs. Mais ça fait qu'effectivement, toute cette recherche dans le domaine n'aboutit pas forcément à la mise sur le marché d'un produit. Et peut-être les autres collègues voudront compléter cette réponse, ou on repasse la parole à Laïla. Oui. Voilà pour ma part. On va voir si ça marche mieux. J'écoute. Il semble qu'on entend mieux. Oui. Donc, je parlais sur que l'histoire, c'est toujours la même, c'est la résistance. C'est pour ça qu'on cherche de nouveaux médicaments pour traiter les maladies, mais aussi de nouveaux insecticides.
Et en plus de toxicité, il y a qu'on cible pas seulement les insectes, mais on finit pour atteindre les poissons, les abeilles, j'ai oublié maintenant, et ou les humains. Et donc, c'est ça le problème que les recherches doivent continuer. Donc, quand on parle des produits naturels, on parle aussi des substances synthétisées qu'on retire de la nature et qu'on modifie pour qu'elles soient adaptées selon nos besoins, mais moins toxiques ou plus solubles, qui c'est un grand problème qu'on a, ou aussi qu'elles nous inspirent à synthétiser les molécules, à fabriquer au laboratoire les molécules. Mais la nature, en fait, elle fabrique des choses que qu'on ne peut même pas imaginer que c'est possible d'exister. Donc, c'est des choses fantastiques qui fait la nature qu'on n'arrive pas à les faire. Des molécules vraiment géniales. Et bon, il faut se souvenir aussi qu'elles font ça pas pour nous, qu'on va et on utilise pour tout ça, mais elles font ce qu'elles ont besoin. C'est les métabolismes secondaires selon ces besoins. Pour donner quelques exemples, je vais parler du projet Arbo Control, qui c'est un projet financé par le ministère de la Santé brésilien depuis 2016, un projet de 10 millions d'euros qui a été, comment on dit, qui a été discuté, les négociations ont commencé quand on a eu en fin 2015 les cas de Zika virus, où les enfants ont eu la microcéphalie. C'est comme ça qu'il a abouti à ce grand projet où on a réuni des gens du Brésil entier, de plusieurs domaines et aussi du monde pour nous aider à trouver des solutions, des prototypes de produits pour lutter contre ces moustiques, mais pour essayer de les contrôler. Et voilà, je vais donner quelques exemples. Donc, quand on parle des extraits de plantes standardisés, où on n'isole pas des composés, seulement un composé analytique pour faire utiliser comme contrôle de qualité. Et on a produit un extrait par extraction accélérée de solvant qui nous permet de faire des extraits prédonisés et qui était actif, par exemple, avec une concentration létale de 1,1 microgramme par ml. Et quand on a testé un composé majoritaire isolé, son concentration létale était de 19 microgrammes par ml. C'est-à-dire, dans ces cas, l'ensemble des composés d'un extrait, majoritaire, minoritaire, ensemble, ils ont fait une synergie qu'on arrive à provoquer une autre mortalité des larves. Donc, ça, c'est une stratégie à être utilisée. Et bien sûr que c'était avec une matière végétale très disponible dans les marchés, là, pour qu'on puisse produire des extraits facilement. Et un autre exemple, on peut aussi isoler un composé d'un extrait brut, comme par exemple la Sextonia rubra de Emmeline, là, qui a commencé dans la thèse à Alice, issue du déchet de bois. Donc, on peut prendre une source qui existe en grande quantité et isoler des composés. Et donc, on a fait ça dans notre labo et on a vu que les composés actifs, c'était un composé qui est déjà disponible dans les commerces. On a commandé ça en Chine. On a reçu des tonnelles de ces composés. On fait les contrôles de qualité, on a fait notre produit, les excipients qui est utilisé, fabriqué dans notre labo, qui est essentiel pour la solubilité de notre formulation. Et voilà, ça a très bien marché et on a commencé des essais à camp, c'est-à-dire on a épuisé tous les essais au labo et aussi on dit en semi-terrain, un grand volume d'eau dehors du labo, au soleil, à l'ombre, etc. Et là, on commence alors à traiter
les terrains. On a commencé par notre université, où là, il y a une infestation de moustiques, avec des cas de dengue, malheureusement. Et après, on passe à 5 cités brésiliennes avant de avoir tout ça déterminé pour faire donc, passer à escala industrielle. Ça, c'est un exemple. Merci, Laïla. Autre intervention. Donc là, on parle beaucoup d'insecticides et de molécules insecticides, mais on sait qu'il y a d'autres moyens de lutte alternatives pour lutter contre les moustiques ou contre les insectes en général. Jean-Bernard Duchemin, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces alternatives en lutte antivectorielle contre les moustiques essentiellement, parce que c'est votre domaine? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes, nouvelles méthodes qui s'appuient sur la biologie et les capacités génétiques des moustiques. Il y a notamment une capacité très importante des moustiques qui fait que la femelle ne copule qu'une seule fois dans sa vie et qu'elle engrange des spermatozoïdes pour les libérer à chaque ponte. Et ça veut dire que si le premier mâle qu'elle rencontre est stérile, toutes les générations suivantes de cette femelle seront stériles. Donc ça, c'est tout un pan de lutte antivectorielle qui s'appuie sur des techniques de stérilisation de mâles. Donc ça peut être par irradiation, ça peut être par des produits chimiques, mais là on a arrêté parce qu'il y a des effets secondaires, et sinon ça peut être par ce qu'on appelle les Wolbachia. Les Wolbachia, c'est des bactéries qui sont intracellulaires, donc qui sont dans les cellules du moustique, qui se transmettent de génération à génération comme ça, par l'intermédiaire des femelles, et qui présentent une capacité, deux capacités. En fait, une première qui est de dire que les mâles infectés, comme je l'ai dit, par ces bactéries, vont rendre des femelles non infectées stériles. Donc, ça ouvre la porte à une capacité de faire des mâles stériles. Et puis, la deuxième grosse capacité de cette bactérie qui est intéressante, c'est qu'elle modifie complètement l'interaction des moustiques avec les virus qu'ils peuvent transmettre, comme la dengue, le Zika ou chikungunya, en les rendant beaucoup moins capables de transmettre. Donc à partir de là, on a deux techniques possibles d'utilisation de ces bactéries, soit en essayant de casser les populations avec des mâles stériles, donc un petit peu comme des insecticides, mais qui profitent du fait que les mâles vont chercher spécifiquement les femelles de cette espèce et pas les autres. Donc c'est très spécifique, il y a très peu d'effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires sur d'autres espèces pour ça. Ou alors la deuxième possibilité, c'est de remplacer la population de moustiques, c'est-à-dire de garder les moustiques tels qu'ils sont là, donc qui vont potentiellement piquer les gens, mais qui vont plus transmettre les pathogènes, surtout viraux pour l'instant, arboviraux comme la dengue, Zika et chikungunya, je l'ai dit, et permettre d'éteindre des épidémies qui sont liées au vecteur là spécifique qui a aidé ces gîtes, dont on a parlé précédemment. Voilà. Il faut savoir que c'est des techniques qui sont déjà en expérimentation dans pas mal de pays dans le monde, et notamment dans un contexte franco-français en Nouvelle-Calédonie. Merci. Anne-Violette, est-ce qu'en agronomie, vous avez d'autres exemples qui pourraient justement illustrer ces alternatives aux insecticides? Alors oui, effectivement. En agriculture, on a un peu le même profil, c'est ce qu'on appelle l'agriculture intégrée, où on va, comme l'a cité Jean-Bernard, il y avait plusieurs méthodes en fait pour lutter contre les insectes ciblés. Donc on va intégrer en fait ces méthodes et où les combiner ensemble. Et ça rebondit aussi avec ce que disait Laïla tout à l'heure, le problème de la résistance qui apparaît régulièrement. Et en combinant les méthodes, on limite ou en tout cas on diminue ce risque de résistance. Donc globalement, il y a deux grands types de méthodes, les méthodes préventives et les méthodes curatives. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place d'abord des méthodes préventives, puis des méthodes curatives en cas d'infectation. Et l'utilisation des insecticides arrive vraiment en dernier. Donc je peux vous citer une méthode assez originale qui est très utilisée dans les vergers du sud de la France depuis quelques années, c'est assez récent, c'est l'utilisation de filets qu'on va positionner au-dessus des arbres fruitiers dans les vergers et qui vont en fait constituer une barrière physique, c'est-à-dire que
les insectes qui sont susceptibles d'attaquer les arbres fruitiers ne sont pas capables de passer cette barrière physique et donc n'atteignent plus la récolte. Et puis après, bien évidemment, on a ces autres insecticides, entre guillemets, naturels, qui sont des organismes qui sont eux-mêmes des prédateurs ou des parasitoïdes du ravageur qu'on essaye de cibler. Donc là aussi, on copie la nature en utilisant des organismes vivants qui vont aller consommer et ou parasiter les organismes ravageurs ciblés. Merci. Donc en fait, suite à tous ces échanges, j'ai vraiment l'impression qu'on a la recherche sur les molécules naturelles avant, sur les alternatives aussi. On a parlé donc de Wolbachia, des méthodes en agronomie où je suis peut-être un petit peu moins familiarisée. Mais en fait, toute la question aussi est de partager avec le public, que le public soit mieux informé de tout ça, de l'efficacité et aussi des effets non intentionnels, voire néfastes de ces produits-là. Voilà, pour faire un petit peu le tour des questions qu'on a abordées. Donc, on arrive bientôt en fait à la temps imparti pour le webinaire et au temps de questions qui permettra, je pense, d'élargir un petit peu et de répondre à ce vaste sujet, à d'autres questions. Et donc, juste pour conclure, je voulais faire un petit tour de table, si vous avez chacun des choses à ajouter. Peut-être pour commencer, Manuel, Boutet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à la séance de questions? Non, je vous remercie. Anne-Violette? Oui, mais je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Toute méthode qui est mise en place a des conséquences positives ou négatives, fonctionne, ne fonctionne pas. Et cette efficacité, ces conséquences, il faut en être complètement conscient pour optimiser la méthode qui est appliquée. Jean-Bernard? Ouais, moi, c'est vraiment dans un contexte donc, par rapport lié la lutte antivectorielle contre les moustiques. En fait, on a vraiment deux échelles d'utilisation. On a une échelle personnelle, celle que j'ai développée au tout début avec des claquements de mains, mais de manière humoristique. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables aussi d'aménager notre environnement, de faire en sorte que on contrôle soi-même notre interaction avec les moustiques. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a un niveau collectif où, effectivement, il est besoin d'avoir des méthodes, la plupart du temps préventives, mais parfois aussi curatives, à un niveau général, où là, on est obligé d'aller à l'échelle et d'utiliser des produits, des procédés qui sont beaucoup plus puissants et potentiellement générateurs d'autres effets. Merci. Laïla, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais c'est dans cette voie aussi, né? Le contrôle, il n'est pas seulement chimique ni biologique, mais aussi surtout mécanique. Cette moustique, il a extrêmement de pouvoir. Il est très puissant pour faire son travail, né? Et donc a besoin de tout le monde. Nous avons tous besoin de faire les contrôles mécaniques, c'est-à-dire éliminer les focus où les larves peuvent être là en train de pousser. Il faut que tout le monde connaisse ces organismes, savent reconnaître une larve de moustique, mais surtout l'Aedes aegypti, qui c'est le vecteur de ces maladies, la dengue, etc. Et l'éducation, c'est vraiment le point de partie, peut-être l'unique solution. Mais pour ça, a besoin de tout le monde. Donc, l'éducation de chaque personne est l'unique solution, en fait. Merci. Je vais rendre la parole à Emeline pour quelques mots de conclusion avant les questions. Merci à tous. Merci Isabelle et merci à tous. Merci pour cette conclusion qui rappelle qu'effectivement un insecticide naturel peut être chimique, biologique, mais aussi mécanique, que ce soit la tape sur le bras ou
ou l'élimination physique des gîtes larvaires dans les jardins. Merci également pour ce rappel de l'importance de l'éducation. Et pour revenir sur cette question d'éducation, puis même si je ne suis pas professeure comme Anne-Violette, mais je vais faire un peu le cours pour la fin sur cette notion naturelle mais chimique que nous avions choisie en titre. C'était pour montrer justement qu'en fait, il n'y a effectivement pas d'opposition finalement entre ces deux notions. Si on revient, comme Anne-Violette l'a fait tout à l'heure, aux définitions, à l'étymologie, ce qui est chimique, c'est simplement l'ensemble des éléments qui déterminent la matière, les molécules, les ions, les atomes. Une molécule d'eau, elle est naturelle, mais elle est chimique également. Et donc, l'opposition ne se fait pas là. Et comme il a été, ne se fait pas entre naturel, qui serait beau, bon, sain et sûr, et chimique, qui serait forcément dangereux et toxique. Mais qu'il est important, effectivement, de garder aussi à l'esprit que tout ce qui est issu de la nature n'est pas forcément inoffensif. Et effectivement, c'est pour répondre aux commentaires de Manuel Boutet, c'est un point auquel nous sommes vraiment attachés dans le projet, à aller explorer ces questions d'écotoxicité, de cytotoxicité, donc pour voir si notre substance active, effectivement, ne va pas détruire l'environnement ni porter atteinte à la santé de l'utilisateur. Et quand on parle d'insecticides naturels, c'est un point qui est vraiment important à prendre en compte si on veut aller vers un développement en parallèle, effectivement, de toutes ces méthodes alternatives qui sont peut-être les vraies méthodes du futur, même si pour l'instant, on est encore beaucoup dans le système des insecticides et des pesticides. Et je voulais juste finir sur un dernier mot, une petite note du micro-trottoir. Une des personnes interrogées déplorait le fait que ces insecticides naturels ne soient pas forcément suffisamment démocratisés. Et je pense que là aussi, effectivement, la question de l'éducation est fondamentale, parce que finalement, des insecticides naturels autour de nous, il y en a énormément, dans le commerce également. Et donc, peut-être compléter justement par les questions, les informations données pour poursuivre ce travail d'éducation à tous les niveaux. Mais en tout cas, encore merci à tous pour toutes vos interventions. Bon, je vais revenir un petit peu sur scène maintenant pour voir un peu si on a fait le tour de toutes les questions. Donc, nous nous excusons bien sûr pour les petits problèmes de connexion, donc depuis le Brésil, les problèmes de connexion qu'a connu Laïla, mais je pense qu'elle a pu malgré tout développer un peu son argumentation et ce qu'elle souhaitait dire dans ce webinaire. Au niveau des questions, donc en fait, il y avait vraiment une question qu'on s'était posée, en fait, qui était l'opposition, enfin pas l'opposition, mais est-ce qu'un insecticide botanique, quelle est la différence en fait entre un insecticide botanique et un insecticide naturel? Et est-ce qu'un insecticide naturel est forcément botanique? Donc juste peut-être une petite chose de conclusion là-dessus. Est-ce que je reprends la main ou Anne-Violette? Bah, juste pour brièvement, je laisserai les collègues compléter. Je pense que Anne-Violette Lavoire a bien répondu à cette question en introduction du webinaire. Les insecticides naturels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas créés ou inventés par l'homme, sont de plusieurs catégories. Les insecticides d'origine végétale, qu'on va donc appeler les substances botaniques, mais on a également des produits biologiques qui peuvent être par exemple des insecticides d'origine microbienne comme le BTI qui est bien connu en Guyane puisque c'est le traitement des gîtes larvaires quand l'élimination physique n'est pas possible, ou également un produit répandu pour la jardinerie. On peut avoir des substances minérales également telles la terre de diatomée et puis effectivement on peut peut-être rajouter dans cette tout ce qui est élimination physique. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? En fait, on avait une question. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, l'insecticide naturel est toujours botanique, on y a répondu. Est-ce qu'on avait des exemples d'insecticides naturels qui sont déjà utilisés dans le commerce? Est-ce qu'on en a bien? Laïla. Oui. Au Brésil, on est en train d'utiliser actuellement un insecticide qui s'appelle spinosade. En fait, c'est un mélange de deux substances issues de la fermentation d'une actinobactérie, la Saccharomyces spinosa.
C'est d'où sort le nom spinoside. Voilà, c'est pour le contrôle de l'arbre. Donc, c'est un insecticide naturel issu de micro-organismes. Voilà, de la fermentation d'un micro-organisme. Très bien. Merci Leïla. On avait également une question qui avait été qui a été soulevée sur la question des savoirs traditionnels en fait. Est-ce que ces recherches qu'on mène sur les insecticides naturels, comment est-ce qu'ils sont, voilà, est-ce qu'ils intègrent une partie de savoir qu'ont déjà les populations. On a vu dans le micro-trottoir que les gens, bon, utilisent des plantes. Voilà, donc on voulait, je pense que la personne était intéressée par savoir si on utilisait si on s'inspirait un peu de comment est-ce qu'on a des idées de chercher des insecticides naturels. C'est comme ça que je comprends la question en tout cas. Emeline peut-être? Oui, je vais commencer. Ah, Leïla complétera alors. Il y a plusieurs façons, effectivement, plusieurs moyens de mener une recherche de substances actives de façon générale et à activité insecticide en particulier. Effectivement, s'inspirer des connaissances traditionnelles pourrait être une des méthodes utilisées. Nous, dans le cas des recherches menées en Guyane, ce n'est pas l'optique que nous avons choisie par rapport à la complexité des démarches APA, accès, partage des connaissances, où tout le processus n'est pas encore bien rodé sur le territoire. Donc, on a choisi d'autres options, des approches qui s'appellent de chimiotaxonomie, c'est-à-dire qu'on s'inspire des familles de plantes dont on connaît déjà qu'elles ont une activité insecticide pour aller chercher de nouvelles espèces. Des approches en écologie chimique également, dont parlait Violette au départ, ces interactions justement entre biodiversité végétale et puis biodiversité animale. Est-ce qu'il y a des conditions particulières, des conditions d'environnement dans lesquelles ces activités pourraient être un peu boostées et donc pourraient nous permettre d'accéder à des ressources. Aller chercher du côté des arbres était également une piste dans cette optique d'écologie chimique parce que ce sont des organismes végétaux qui ont une très longue durée de vie et dont on suppose qu'ils doivent du coup investir dans des défenses chimiques très efficaces. Donc vraiment plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. Leïla a peut-être d'autres façons également de voir les choses. Non, je voulais donner un exemple dans les projets Arbocontrol. Une de thésards, elle a fait une recherche ethnopharmacologique auprès d'une communauté en Amazonie, les peuples qui vivent au bord de l'eau, là, à São Sebastião de Marinauá, qui c'est une base d'études du Muséum Emílio Gueux de São Pará. Et en fait, on a choisi quelques plantes qu'ils utilisent pour contrôler les moustiques, pour l'éloigner, etc. Et on a emmené au labo et on a étudié ça pour chercher une des plantes. Et on a réussi à faire une formulation. Un grand problème, c'est toujours la solubilité. Et avec les scipions qu'on a trouvés là, ça a résolu un grand problème. Donc, on part à un prototype qui aussi va partir à test à camp. Mais bon, ça a été facile. C'est comme chercher une aiguille dans un endroit où il y a plein de choses. Quand quelqu'un de la médecine traditionnelle utilise ça déjà depuis un temps de temps. Voilà, c'est une stratégie qui était aussi utilisée. Et si je peux compléter également, on a eu aussi une stratégie de recherche d'insecticides avec l'étude des interactions entomopathogènes et donc insectes et champignons par exemple, pour chercher des molécules qui auraient un pouvoir insecticide. Donc c'est aussi une autre stratégie, pas que la stratégie botanique. C'est juste pour compléter les voies d'approche. Très bien, merci. C'est très clair. Donc après, non, c'était des questions, je pense, qui ont déjà été abordées sur dans les insecticides domestiques. Quelle est la part de naturel, par exemple, quand on utilise des spirales anti-moustiques ou des choses comme ça? C'est souvent écrit naturel dessus, donc je pense qu'on y a répondu déjà, mais peut-être voilà, redire un petit peu voilà, la part un petit peu de naturel dans les insecticides qu'on utilise aujourd'hui.
si on a une réponse là-dessus. Gaëlle, je ne sais pas si la spirale que vous dites, c'est la même qu'ils utilisent au Brésil. Depuis que j'étais enfant, je vois les gens utiliser ça. C'est un produit de Baygon, je ne sais pas, qui c'est un produit chimique qui s'appelle transutrine. C'est le principe qui met à ça. Donc, je ne sais pas si en France, c'est des choses naturelles qui mettent dessus, mais bon, un que je connais, c'est un truc un peu comme ça, un verre qui met à brûler. Et voilà, ça, c'est de Baygon, c'est transutrine, à 0,03%. Il y a quand même un certain nombre d'insecticides, et même dans les spirales, utilisés actuellement, qui sont pas forcément d'origine naturelle. On en trouve de plus en plus, mais dans mes souvenirs, globalement, c'est quand même des pyrétrinoïdes de synthèse. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres sur les marchés. Je ne connais pas toute la gamme non plus, mais voilà. Dans les spirales. Si je peux rajouter, là, on a un exemple intéressant sur les pyrétrinoïdes, parce qu'on est parti d'une plante dans laquelle on a identifié un potentiel insecticide, à partir de laquelle on a développé un insecticide naturel. Et après, cette molécule a été retravaillée par l'industrie chimique pour proposer d'autres nouvelles molécules qui tiennent plus longtemps, qui soient plus efficaces, etc. Donc, on est passé d'un insecticide naturel, c'est-à-dire la molécule a été produite par une plante dans le vivant qu'on a identifié, et on a ensuite transformé ça en produit de synthèse pour qu'il soit plus efficace et plus durable dans le temps. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a toujours une difficulté entre molécules de synthèse et molécules naturelles, parce que pas mal de molécules de synthèse sont aujourd'hui des molécules naturelles qui ont été modifiées par l'industrie chimique. Mais si je peux rebondir justement sur ce que vient de dire Anne-Violette Lavoire, effectivement, on a discuté naturel, chimique, synthétique, mais il y a cette catégorie intermédiaire, oui, des molécules qui sont inspirées de la nature. Et je repense également à quelque chose que disait Laëla tout à l'heure, justement l'objectif de ces modifications par l'intervention humaine, c'est d'avoir des molécules qui potentiellement sont moins toxiques. Bon, dans le cas des pyrètres naturels et des pyrétrinoïdes de synthèse, là on n'avait pas ce souci. Par contre, cette modification, elle a permis d'améliorer la stabilité des produits naturels qui étaient les pyrètres se dégradent très rapidement à la lumière, et donc pour pouvoir les utiliser d'un point de vue commercial, il y avait besoin d'améliorer la stabilité. Laïla parlait tout à l'heure aussi d'améliorer la solubilité des produits. Quand on est par exemple sur un traitement de gîte larvaire, on doit traiter le moustique dans un milieu aqueux où les larves vivent dans l'eau, et les substances naturelles par exemple, ne sont pas forcément solubles dans l'eau. Donc il y a un problème technique à ce niveau-là aussi. Et un point qui est vraiment intéressant, qui a été évoqué dans le cadre du webinaire également, c'est la question du développement des résistances et des synergies possibles dans le cas des extraits bruts. Et je pense que ça vaut le coup de refaire un tout petit point là-dessus en disant que ça peut être aussi un intérêt de ces substances naturelles pour lutter contre le développement des résistances, c'est de faire comme on fait dans la lutte contre le paludisme, on associe deux molécules pour éviter le développement de la résistance du parasite au traitement. Utiliser un extrait brut naturel qui est un mélange de composés peut être potentiellement, c'est à vérifier derrière, une option pour avoir une lutte dans laquelle on va ralentir le développement de ces résistances de l'insecte aux produits de traitement. Donc ça peut être aussi un intérêt de cette recherche sur les insecticides naturels, c'est de jouer sur ces synergies qu'on trouve dans l'extrait brut obtenu à partir de la plante. Très bien, merci. Oui, Leïla, vous vouliez intervenir. Excuse-moi. Oui, juste pour compléter une chose là, qu'Emeline a dit, qui m'a fait penser, on parle des huiles essentielles comme répulsives, il y a quelqu'un au micro-trottoir qui a parlé de ça. Justement, on utilise parfois des produits répulsifs, comme les malation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilise en Guyane, là, qui c'est la fumée qui jette pour tuer les moustiques, les adulticides.
Et en fait, il y a une technique que l'Organisation mondiale de santé recommande qu'on utilise ça dans nos recherches, qui c'est tu tues pas les moustiques, tu juste l'éloignes, tu les mets en répulsive, par exemple en huile essentielle dans un endroit où tu vas faire un endroit libre de moustiques. Dans cet endroit où tu es un enfant et les moustiques ne vont pas s'approcher. Donc, en ne les tuant pas, tu évites la résistance. Tu vas ralentir la résistance. Et avec moins de produits et qui soient moins toxiques. Voilà. C'est très intéressant. Je vois qu'on a aussi une autre question justement qui demandait, donc qui arrivait sur l'onglet des questions, qui demandait en fait d'expliquer pourquoi c'est nocif en fait les insecticides. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont nocifs? Je pense que ça se rapproche un petit peu de ça, peut-être très rapidement, ce qui fait qu'un insecticide naturel est nocif. Je pense qu'on y a déjà répondu, mais comme la question était posée, peut-être juste revenir très rapidement, ce qui fait, parce que c'est vrai qu'on a l'impression toujours de naturel, inoffensif, or naturel, effectivement c'est nocif. Pourquoi? C'est la question qui est arrivée sur l'onglet. Bah, je peux peut-être apporter un élément de réponse. Il faut revenir au mode d'action en fait de la molécule. Donc il y a plusieurs types de modes d'action. Vous avez beaucoup d'insecticides qui peuvent être par exemple neurotoxiques. On essaye de trouver des molécules insecticides spécifiques, c'est-à-dire qui vont aller tuer uniquement l'insecte que l'on veut cibler. Mais le problème, c'est que souvent, cet insecte que l'on veut cibler, il partage les mêmes caractéristiques que les insectes qu'on ne cible pas. Toujours le problème des pollinisateurs, par exemple. Et du coup, on va impacter de la même façon l'insecte qui est ciblé et le pollinisateur. Ils vont avoir les mêmes symptômes et les mêmes phénomènes qui vont se développer. Et de la même façon, on a certains insecticides qui ont des modes d'action sur des événements métaboliques qui ont lieu chez nous, par exemple, les humains. Donc, c'était le cas, par exemple, de la roténone, qui est une molécule issue de plantes, qui a été utilisée en tant qu'insecticide. Et cette roténone, elle joue sur la respiration cellulaire. Or, on est comme les insectes, on a des cellules avec des mitochondries qui font de la respiration cellulaire, donc potentiellement, ça nous impacte aussi. Donc, il faut vraiment essayer d'identifier le mode d'action de chacune de ces molécules et la cible d'action pour pouvoir limiter au maximum ces effets qui ne sont pas les effets ciblés, les effets voulus. Très bien. Je pense que c'est tout pour les questions qui étaient apparues. Je ne sais pas si on a toujours Isabelle. Tu veux... Oui, je suis là, plus ou moins. On arrive, en fait, on est à 1h et 3 minutes, donc on a dépassé de 3 minutes le temps du webinaire. Je pense que, voilà, peut-être on peut conclure. Je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir répondu présent à nos invitations. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et posé des questions. Et puis, j'espère que ça a été intéressant et instructif pour vous tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir à tous, merci. Au revoir. Au revoir.